Je vous propose qu'on démarre. D'abord, bienvenue. Bienvenue pour ce webinaire qui est dédié à la question de l'engagement au travail. Je suis Laura, directrice associée chez Springlab et manager au sein d'une équipe d'une quinzaine de personnes. Et donc je suis Solène, je suis chef de projet et aussi Positive Impact Officer. Nous travaillons toutes les deux chez Springlab. Springlab, c'est une agence d'innovation et de transformation qui a pour mission de faire bouger les entreprises vers plus de créativité, plus d'innovation, plus d'impact positif, que ce soit sur les projets. Parce que notre mission au quotidien, c'est de booster les collaborateurs, les équipes, faire émerger de nouvelles idées ou accélérer des projets, transformer les modes de travail. En fait, l'engagement et la motivation au travail sont des sujets qui sont clés pour nous dans notre travail au quotidien. Et aujourd'hui, nous souhaitons nous adresser à vous en tant que manager, si vous êtes manager, ou à vous en tant que collaborateur, pour vous donner peut-être quelques billes sur cette notion de l'engagement en période de crise et en période de rebond que nous vivons tous, et de voir pourquoi c'est important l'engagement et comment on fait pour engager. Le sujet de l'engagement au travail, en fait, si on reprend un petit temps de contexte, n'est pas si récent en fait. On a commencé à beaucoup en parler ces dernières années avec l'arrivée sur le marché du travail de ceux qu'on a appelés la génération Y, les millennials, ces collaborateurs en quête de sens, de nouveautés perpétuelles. Parce que les entreprises rentraient dans une espèce de guerre des talents, elles se devaient d'attirer et surtout de retenir les meilleurs. Et à ce moment-là, les RH et les managers s'interrogeaient beaucoup sur la recette magique à mettre en place. Est-ce que c'est donner du sens aux collaborateurs, instaurer un management plus horizontal, plus collaboratif? Est-ce que c'est apporter une flexibilité plus grande au quotidien? Tout ça, c'est des exemples de mesures qui avaient pour objectif de booster l'engagement au travail. Sauf que 2020 passe par là, et avec un nouveau challenge, celui d'engager en période de crise, de longue durée et d'inconnu. Je crois que vous voyez tous ce que je veux dire. On a d'un côté un manque de visibilité sur la crise économique à venir, une situation hybride entre travail à la maison et au bureau pour un grand nombre d'entre nous encore, un retour au bureau parfois peut-être compliqué après une période de chômage partiel, un rapport au travail qui a fortement évolué en un temps pourtant très court, l'été qui approche pour tout le monde, et probablement aussi une forme de fatigue accumulée de ces derniers mois qui ont été chargés en émotions, en intensité, couplée donc à une forme de risque d'épuisement. Et pourtant, cette période nécessite vraiment, de l'autre côté, d'être en capacité de rebondir, de faire preuve de créativité, de faire preuve de solidarité entre collègues, et dans certains secteurs, de travailler parfois encore plus pour rattraper les mois à l'arrêt. Engager ces équipes apparaît donc comme essentiel pour préparer la rentrée et finir 2020 en beauté, pour l'interrogation. Ce qui nous a donc amené avec Solène à nous poser une question. Comment faire pour rebooster l'engagement de nos équipes pour mieux rebondir? Ou comme en fait on considère que chacun dans l'entreprise peut avoir une influence sur l'engagement, peut-être qu'il faut formuler ça comme comment faire pour rebooster notre engagement pour mieux rebondir. Car oui, en fait, chacun a son rôle à jouer, que l'on soit manager ou que l'on soit collaborateur. Alors, je propose à Rémi, Sébastien et François-Régis je vous laisse finir la discussion. On décolle dans la minute. De pouvoir éteindre leur micro. Rémi en particulier, que j'entends bien répondre à ses collègues. Je m'en suis chargée. Qu'il est engagé. Donc, merci à ceux qui viennent de nous rejoindre. Je le répète parce qu'on a entendu un petit bruit de fond, du coup qu'on est en micro coupé pour l'instant. Solène vous a coupé vos micros, juste pour que vous puissiez tous bien nous entendre. Et derrière, on aura un temps d'échange de manière à pouvoir discuter librement. Voilà, merci beaucoup. Et puis, j'étais en train de dire que rebooster notre engagement pour mieux rebondir, c'est un rôle que chacun peut jouer, que l'on soit manager ou que l'on soit collaborateur.
Mais au final, Solène, on parle d'engagement au travail, mais en fait, quand on parle d'engagement, on parle de quoi? En effet, là, l'idée, c'est qu'on se donne un peu une définition commune de ce qu'est l'engagement au travail, parce qu'avant d'aller sur les bonnes pratiques ou les causes de désengagement, c'est intéressant qu'on se donne la même définition. Donc, il existe plein de littérature sur le sujet. Nous, on est parti de cette définition qui est de dire que l'engagement, c'est un concept qu'on peut définir comme une sorte de sentiment d'attachement qu'on éprouve envers notre entreprise et qui va nous donner envie d'y rester et de donner notre maximum. C'est aussi très très lié l'engagement à la notion de proactivité. Et souvent, on dit que plus l'engagement au travail est fort et plus la performance business de l'entreprise est élevée aussi. Donc en fait, l'engagement au travail, c'est au-delà de se dire que je vais travailler pour avoir un salaire, pour avoir une stabilité de l'emploi et être autonome. C'est aussi, je me lève pour aller travailler dans le but de faire en sorte que mon entreprise, elle atteigne ses objectifs, elle diffuse sa mission. Et en fait, en étant engagée, je vais l'aider à porter son ambition. Donc ça, c'est un peu les éléments clés qui constituent la notion d'engagement. Ensuite, on voit qu'il y a différents types d'engagement. Il va y avoir l'engagement affectif, qui est celui qui nous attache émotionnellement à l'organisation, aux personnes qui la composent. C'est vraiment l'engagement le plus fort qui va nous pousser à nous dépasser. Il y a l'engagement plutôt normatif, qui est une sorte un peu d'obligation morale, de loyauté envers notre organisation. Donc je vais travailler et je m'investis parce que c'est ce qu'on attend de moi et que j'ai un devoir envers mes supérieurs et le reste des collaborateurs. Et puis, il y a l'engagement continu, qui est l'engagement peut-être un peu le moins fort, qui est lié au fait que comme j'estime qu'il y a un coût à quitter l'entreprise, à quitter l'organisation, surtout en période de crise, je vais être engagée parce que voilà, je veux rester où je suis et je m'y plais malgré tout. Donc on voit qu'en fait, en fonction de dans quel engagement on se situe, il va y avoir des leviers un petit peu différents. Et c'est notamment ce qu'on va essayer de voir ensemble. Peut-être petit point, il faut bien dissocier l'engagement en entreprise de la notion de satisfaction au travail ou bien-être. Ça, c'est aussi à garder en tête. On peut être satisfait de ses conditions de travail, parce qu'il y a une certaine souplesse, parce qu'il y a une bonne ambiance, sans pour autant être engagé, c'est-à-dire s'investir dans les missions. Donc finalement, ce qu'on veut essayer de voir avec vous pendant cette intervention, pendant ce webinaire, donc déjà, c'est pas de vous faire une sorte de checklist qui va nous faire revenir à la vie d'avant et qui va mettre le travail au cœur de la vie des individus pour les forcer, contraindre à travailler nuit et jour pour l'entreprise. Donc on n'est pas du tout dans cette logique-là. Ça va pas non plus être un benchmark d'outils de mesure de l'impact. Il existe énormément d'outils pour mesurer l'engagement des collaborateurs, donc c'est pas du tout lié à ça non plus, mais on vous laissera en discuter justement après. C'est pas non plus, on va pas vous faire une liste de tous les outils qu'on pourrait dire palliatifs qui vont vous permettre de remettre du fun dans le quotidien de vos équipes, dans le quotidien de votre entreprise. C'est pas et c'est surtout pas la bonne solution, puisqu'on verra qu'il y a tout un tas de solutions à activer, il y a des leviers à activer en fonction de quelle est votre entreprise, quel manager vous êtes, quel collaborateur vous êtes. Et comme l'a dit Laura, ce ne sera pas quelque chose de très top-down dans le sens où ce n'est pas du manager au manager comment ça fonctionne. On sera plutôt sur vous présenter un peu notre vision, notre perception, celle de nos clients. On vous dira des choses qui sont du bon sens, mais on aime dire que le bon sens, ça fait du bien de se le rappeler de temps en temps. Et puis j'espère que ce sera un moyen de vous faire prendre du recul et de créer l'échange entre nous, parce que on est sûr que vous avez énormément de choses à nous dire. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment notre perception et celle de nos clients, de notre entourage. Et on a voulu, en fait, pour creuser un peu ce sujet, interroger un peu autour de nous et pour consolider un petit peu l'apport qu'on voulait faire. Donc, on a interrogé une quarantaine de personnes via un questionnaire en ligne et puis on a eu beaucoup d'échanges avec nos clients sur ce sujet-là. Donc, juste pour vous donner quelques indications, parce qu'on va un peu distiller ces résultats tout au long de ce webinaire, mais pour vous donner des éléments clés. Donc, sur le nombre de répondants, donc comme je vous disais, une quarantaine de répondants, on va avoir une majorité de collaborateurs, quelques managers, avec une proportion d'âge de répondants entre 25 et 34 ans. Notre objectif avec ce sondage, c'est vraiment de comprendre dans quel état d'esprit sont les gens aujourd'hui, dans cette période, comprendre quelles sont les causes du désengagement. Nous, on avait un peu nos idées, nos solutions, nos bonnes pratiques, mais on voulait vraiment venir les consolider avec des choses du terrain. Bien évidemment, ce qu'on vous présente,
ça va être une photographie à un instant T. C'est en aucun cas valable dans 6 mois, dans un an. Peut-être que certaines choses le seront. Mais en tout cas, voilà, il faut se dire que ce qu'on va vous présenter, c'est un instant T, une photographie, un point de départ d'une discussion. Et ensuite, on verra comment ça résonne chez vous. Donc, ce que nous révèle cette étude dans un premier lieu, et c'est la première question qu'on a posée aux répondants, c'est qu'on est face à un enthousiasme tout à fait modéré à l'idée d'aller travailler. On voit qu'il y a une grande majorité des personnes qui éprouvent une certaine difficulté à se lever le matin, une certaine flemme, si je puis dire, une certaine fatigue et un manque de motivation. Bien évidemment, il ne faut pas oublier le contexte. Alors, je ne parle même pas du contexte du Covid, je parle du contexte de on est début juillet. Dans quelques semaines, pour certains, c'est le départ en vacances. Donc, quoi qu'il arrive, je pense que si on fait ce genre d'études à si près des vacances scolaires ou des vacances tout court, c'est aussi un sentiment qui est pour beaucoup une espèce de fatigue, comme le disait Laura. Donc, en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui freine les personnes, les gens, à aller travailler. Donc là, on peut se poser la question, est-ce que la crise a eu une incidence sur ce ressenti? Donc force est de constater qu'en effet, ce manque de motivation peut pour certains avoir un lien avec la crise, la situation qu'on traverse. On voit que 2/3 des répondants, et ça se confirme avec les échanges qu'on a eus autour de nous, on constate que cette situation, cette crise, le confinement, la remise en question, a fait se poser énormément de questions pour certaines personnes, jusqu'au point de se dire c'est peut-être le moment que je change de vie, que je change de travail, parce que je me retrouve plus dans mon travail, je me retrouve plus dans ce que ça veut dire pour moi. Donc on voit quand même que cette crise, et on en était un peu, on le percevait déjà avant cette étude, mais en tout cas on sent que ça a changé les choses, ça a fait bouger les choses, et que si rien n'est fait dans les entreprises, de se poser les bonnes questions, on peut aller vers un désengagement continu des collaborateurs. Donc c'est là où ça va être vraiment important de se poser la question de ok, donc là on voit ça, pour autant est-ce que les gens sont désengagés? Et ben là il y a quelque chose d'assez surprenant parce qu'on se disait là forcément la question qu'on a posée après sur l'engagement, c'était dit tout le monde va dire qu'ils se sentent désengagés. Pour autant, on voit que la majorité se sentent engagés, voire très engagés, malgré cette ambiance, malgré cette situation, malgré les questions qui se sont posées et, entre guillemets, cette flemme ou baisse de la motivation à aller travailler. Donc là, il y a plein d'explications, on pourrait trouver plein de raisons qui peuvent expliquer ça. L'explication que je vous disais sur l'engagement affectif, l'engagement normatif, l'engagement continu peut expliquer le fait que les gens se sont dans une situation où de toute manière on n'a pas le choix de rester dans notre entreprise parce que c'est risqué d'aller voir ailleurs par exemple. Ça peut être aussi le fait que et ça c'est un peu mon exemple entre guillemets, c'est de dire c'est vrai que le confinement nous a fait nous poser des questions, nous relativiser sur le poids, la balance entre vie pro et vie perso, et on se rend compte que aujourd'hui se relever le matin pour prendre les transports, pour courir à droite à gauche, on peut en avoir un a priori un peu négatif, en tout cas une certaine, je reprends le mot flemme, je suis désolée, mais voilà, une flemme de se dire ouais, franchement, est-ce que c'est ça que j'ai envie au quotidien? Est-ce que finalement la vie pendant le confinement et cette période de déconfinement, c'est pas ça qui est plus agréable? Pour autant, moi, quand je suis dans mon boulot, une fois que j'y suis et j'y suis à fond. Donc, je pense que par exemple, ma situation, elle est loin d'être isolée, et c'est le cas de beaucoup de collaborateurs. Et si chez Spring Lab, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour justement me donner du sens, me booster au quotidien pour justement être engagée, force est de constater que dans beaucoup d'autres entreprises, il manque ces petites choses, ces petites bonnes pratiques qui vont permettre aux collaborateurs, malgré la situation, de se sentir engagés et de booster justement leur engagement. Donc, je laisse Laura un peu présenter quelques freins ou en tout cas quelques raisons qui peuvent être cause de désengagement. Alors, les causes du désengagement, parmi les raisons identifiées qui viennent mettre à mal la motivation et l'engagement en cette période, on retrouve le côté un peu loin des yeux, loin du cœur. Un manque de contact avec un sentiment peut-être de perte d'état d'esprit d'équipe dans certains cas.
Un sentiment d'inutilité aussi. La crise a fait jaillir la notion de travail utile à la société. On a tous parlé de la santé, de l'agroalimentaire, de l'environnement, versus peut-être des métiers dont l'impact au quotidien est moins visible par tous. On a aussi la perte de sens, le sentiment de n'être qu'un maillon de la chaîne ou parfois de ne pas percevoir la suite du chemin. Ça peut arriver dans certains types de métiers assez segmentés ou quand on manque de projection. Sur son propre travail et ce à quoi il sert. Quelque chose de basique qui malheureusement peut arriver, les mauvaises relations peut-être avec son management, avec la direction, avec ses collègues, un manque peut-être d'alignement. Le manque de reconnaissance aussi et la remise en question perpétuelle. Et finalement, on s'est aussi dit en y réfléchissant avec Solène, qui avait peut-être une sorte de fatalité aussi, c'est-à-dire qu'en fait, parfois, alors on est déjà dans un cycle, nous, à l'heure actuelle, effectivement, on se pose tous des questions, je pense, par rapport à nos organisations, nos modes de travail, parce qu'on est dans la fin d'un cycle, du monde d'avant, du monde d'après, et puis après, il y a un cycle individuel, ce sentiment, parfois, que j'ai envie de changer de rythme personnel, j'ai juste parfois, moi, besoin de changer de vie, de job, d'entreprise. Voilà, et ça, c'est, j'allais dire, juste la fin d'un cycle, et le désengagement, il peut arriver parce qu'on a juste besoin d'un temps pour changer, en fait, qu'il est temps de changer. Voilà. Et donc ça, c'est plus, j'allais dire, à titre individuel, et c'est une forme de, entre guillemets, fatalité. Activer des bonnes pratiques, des rituels pertinents pour réengager ses équipes ou ses collègues, ça nécessite... je pense, d'identifier d'abord précisément les causes et les raisons du désengagement. De mettre en place, par exemple, une réunion d'équipe virtuelle ou physique 2 fois par semaine pour créer de la cohésion d'équipe. Si le problème, c'est en fait une perte de sens ou une manque de reconnaissance, ça servira clairement à rien parce qu'en fait, la solution ne répond pas au problème. Donc, si les raisons du désengagement sont parfois évidentes, il faut encore réussir aussi à les déceler pour essayer de détecter s'il y a un problème, de savoir quel est le problème et du coup d'essayer d'y répondre. Alors, ce qu'on se propose de faire, c'est d'essayer de réfléchir ensemble à comment on mesure le désengagement en fait. Est-ce qu'il y a des... On sait qu'il existe de nombreux outils pour mesurer l'engagement des collaborateurs. Si vous en avez, par exemple, que vous utilisez au quotidien dans votre entreprise, n'hésitez pas à partager les noms. C'est toujours intéressant de voir les outils qu'utilisent les autres. L'idée ici, c'est pas tant de vous présenter des outils, mais plutôt d'essayer de voir comment au quotidien, moi, en tant que collaborateur ou manager, je peux identifier les signaux faibles, en fait. Et peut-être ainsi réengager autour de moi, autour de mes projets et autour des missions d'entreprise. Et on a essayé de lister ici, c'est pas exhaustif et on vous laisse compléter, les signaux faibles du désengagement que l'on a pu percevoir, à la fois dans l'étude que l'on a menée ou dans les missions que l'on a pu envisager. Donc peut-être d'abord à titre individuel, Solène. Ouais, donc à titre individuel, on en a identifié quelques-uns. Le premier, c'est le discours négatif, c'est la sensation que ses collègues, son entourage ou même nous-mêmes, on est toujours dans le pessimisme constant, que ce soit vis-à-vis de nos projets, que ce soit vis-à-vis de nos collègues ou alors notre direction. C'est vraiment la personne qui va être sans cesse en train de dire oui, mais... voilà, et je n'y crois pas, enfin, qui va être toujours dans l'aspect négatif. Ça peut être aussi ceux qui auront moins ou plus du tout de proactivité dans les missions qu'ils vont mener. Ils vont faire le job, tac, terminé. Ça va être les personnes aussi où autour de nous, quand on va constater qu'il y a une baisse de qualité des livrables. Donc ça, c'est assez évident, mais ça a aussi un signe de désengagement fort. La déritualisation, plus facile à voir parce que c'est des gens qui vont ne plus assister aux meetings hebdomadaires, qui vont louper un petit peu les cafés que vous pouviez avoir en équipe. Enfin, là, c'est ceux qui vont moins s'investir dans la vie de la communauté. Perte de contact de fait et bien évidemment l'absence qui peut être justement le signe, encore le dernier signe le plus révélateur et du coup le plus visible lié à ce désengagement. Et moi, ce que je pourrais avoir à repérer peut-être au niveau plutôt d'une équipe, d'un collectif,
je vous dirais que ce à quoi je fais attention, c'est la baisse de productivité collective. C'est aussi peut-être les questionnements et les remises en cause fréquentes des décisions prises, peut-être du management. C'est la perte de confiance dans les décisions prises. Et puis après, c'est tout simplement l'ambiance générale. Est-ce qu'il y a des crispations? Est-ce que l'ambiance est détériorée? Voilà. Est-ce que ça, c'est des choses, par exemple, qui sont des marqueurs? Et tous ces indicateurs laissent peut-être percevoir un signal faible ou fort d'un engagement en baisse. Donc, qu'est-ce que nos collaborateurs, nos équipes, en fait, pourraient attendre pour être boostés? Et donc ça, c'est une des questions qu'on a étudiées dans le cadre de notre questionnaire. Et on voit que pour beaucoup, ce qui peut remobiliser, rallumer la flamme entre les équipes et l'entreprise, c'est donner du sens et un sentiment d'utilité pour la majorité. La sensation qu'on a un impact concret, donc c'est-à-dire qu'on me donne du travail qui va vraiment changer les choses, ou en tout cas qui est utile pour l'entreprise, et je ne suis pas seulement un maillon de la chaîne. La notion de perspective d'évolution, savoir que je ne suis pas au bout d'un chemin dans mon entreprise, mais je vais pouvoir grandir. La notion du coup aussi très liée d'enrichissement quotidien, j'apprends au quotidien et ça me stimule, ça me motive. La reconnaissance de mes pairs, la reconnaissance de mon management, de la direction. La notion de challenge, donc d'être stimulé au quotidien par des petits challenges et aussi le contact humain, la convivialité. Donc sans surprise, le sens et le sentiment d'utilité arrivent vraiment en tête parce que je pense que la période est venue encore accélérer ce ressenti, mais en tout cas il faut se dire que ça fait partie un peu des attentes clés, mais il y en a bien évidemment plein d'autres. Et Laura, je te laisse redétailler les autres aussi. Oui, il peut y avoir par exemple l'équilibre avec la vie privée, donc l'équilibre pro-perso, même si quand on a un job passionnant, on a tendance à y aller et y passer notre vie peut-être. Il y a le côté équipe solidaire, une entreprise vraiment à l'écoute de ses employés. Il y a le management empathique qui cherche le dialogue plutôt que l'injonction peut-être, la transparence, la cohérence entre les paroles et les actes, la confiance et l'autonomie, la liberté, le droit d'apprendre, de se tromper, le droit à l'échec, le sens d'être vraiment responsable de ce que je suis en train de mener dans l'entreprise. Et puis le salaire, bien entendu, qui est le reflet des compétences. Une fois qu'on a identifié cela, en fait, on vous a dit quel était le désengagement, ce que ça voulait dire pour nous, en tout cas, quels pouvaient être les signaux faibles pour l'identifier, et peut-être les premiers actes pour remobiliser, rallumer la flamme. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe peut-être à quelques bonnes pratiques. Les bonnes pratiques vont être décomposées à chaque fois de la même manière, avec des trucs et astuces et des cas. Et on vous invite vivement à peut-être partager les vôtres sur le chat pour qu'on puisse en parler à la fin. Voilà, donc sans surprise, on voulait d'abord adresser la notion de sens et de finalité aux actions et aux projets. Donc en termes de trucs et astuces, et il y a des choses, vous allez voir, qui sont des choses qui doivent être portées par la direction, par le management, par l'entreprise. Et puis il y a des choses qui peuvent être portées par tous les collaborateurs parce que, comme on le disait en intro, l'engagement des autres passe aussi par la manière dont j'engage autour de moi en tant que chef de projet, en tant que collègue, etc. Donc vous verrez, il y a plein de niveaux différents, mais c'est intéressant de voir comment est-ce que ça résonne chez vous. Donc n'hésitez pas à vous poser la question au fur et à mesure, chez moi, comment est-ce que je fais ça? Et puis on pourra échanger après. Donc bien sûr, dans les trucs et astuces, rappeler, valoriser la mission de l'entreprise. Ça peut être en co-construisant la raison d'être, si ce n'est pas déjà fait, en alignant constamment vos projets à cette mission globale, à cette raison d'être, et en arbitrant par exemple des décisions. Et en le disant, en le formulant, en le communiquant, ne pas hésiter à remettre de la hauteur dans pas mal de choses qui sont proposées au sein de l'entreprise. C'est aussi rassembler autour des valeurs, les faire vivre, les animer, les incarner. C'est le moment peut-être de ressortir justement quelque part sur votre site internet ou je ne sais où les valeurs de votre entreprise et de vous poser des questions. Est-ce que ça fait toujours sens? Est-ce qu'elles doivent être réadaptées? Comment est-ce que je peux faire pour les incarner via des événements, via des temps collectifs qui nous permettent de nous ressouder, de nous les rappeler? Ça va passer par recontextualiser les projets, les missions en cette période. Ça passe notamment lorsqu'on fait des lancements de projets, des kick-offs,
de prendre le temps de dire voilà, en quoi ce projet il s'intègre dans une mission plus globale. Et ça va donner un sens aux collaborateurs qui vont s'impliquer sur ces projets. Impliquer et co-construire avec les collaborateurs la phase de rebond, la suite, le demain, via des ateliers, des séminaires, des peut-être sondages pour identifier ce dont ils veulent. En tout cas, les rendre acteurs de ce rebond. Et enfin, aussi, on peut parler d'encourager les collaborateurs à s'engager sur le plan sociétal, environnemental, leur laisser du temps pour s'engager sur des causes qui leur tiennent à cœur et qui sont alignées avec leurs valeurs. Et si on prend une bonne pratique qu'on a pu observer chez l'un de nos clients, c'est le cas, c'est le Crédit Agricole par exemple. Le Crédit Agricole Toulouse 31 a décidé en fait de redonner du sens et de co-construire une vision partagée de son projet d'entreprise avec l'ensemble de ses collaborateurs, donc 1850 collaborateurs et plus de 1000 sociétaires qui ont travaillé ensemble sur une vision partagée. Ça veut dire qu'avec leurs parties prenantes, et les parties prenantes internes mais aussi externes, nous avons essayé de construire avec eux en fait une expérience qui était à la fois physique et digitale, c'est-à-dire qu'il y avait des questions qui étaient posées digitalement aux collaborateurs, mais aussi des temps physiques de co-construction qui permettaient vraiment de partager sur le fond et de s'inspirer sur les choses. Ça a permis à tout le monde de construire ensemble en fait une feuille de route à 4 ans de quels doivent être les grands défis de l'entreprise et les grands programmes à mener. Ce qui veut dire que pour la suite, les collaborateurs, dès le départ, en fait, ont été engagés dans les grands programmes et les grands projets qui vont être mis en œuvre. Donc ce plan de transformation à 2024, qu'on avait conçu comme un jeu qui s'appelait Inventons 2024, a vraiment été un grand moment de co-construction pour donner du sens et de l'alignement sur les actions et les grands projets de l'entreprise. Je vous mets dans le chat un article sur la méthode que le Crédit Agricole a utilisée à cet effet. Donc, en termes de bonne pratique numéro 2, et donc c'est lié à la situation, mais il faut aussi se dire que c'est pas seulement pour aujourd'hui, c'est être transparent, exemplaire et cohérent dans sa gestion de crise. Donc, parmi les trucs et astuces, c'est d'être constamment dans le partage de vos décisions en toute transparence, expliquer vos décisions, et ça sur une base un peu régulière. Parce qu'on sait bien que la visibilité est à plutôt court terme dans beaucoup d'entreprises. Donc ne pas hésiter à le dire aussi, à accepter de dire ce qu'on ne sait pas pour l'avenir et que l'on fait au mieux avec les armes que l'on a dans les mains. Et donc communiquer vraiment avec transparence, ça va permettre de rassurer aussi les collaborateurs sur l'engagement de leur management. Bien sûr, ça passe aussi par trouver le canal de communication qui est le meilleur, que ce soit lors de la visio de tous les lundis matins, notamment nous c'est ce qu'on fait chez Springlab. Donc le lundi matin on a notre réunion hebdo, puis on a un moment point business, point visibilité, où du coup nos CEO, nos managers nous donnent un petit peu un état des lieux de la situation pour que tous les collaborateurs soient au courant. Et bien évidemment c'est très lié à la transparence, mais la notion de parler vrai, c'est aussi hyper important de ne pas être trop dans le on englobe pour que ça passe mieux. Mais voilà, et pour nous, la transparence, c'est un axe hyper important. On vous donne 2 petits exemples que l'on n'a pas vécu, mais qui nous ont été remontés, merci à ceux qui l'ont partagé. De BNP Paribas Personal Finance, par exemple, où en fait, on sait que le DRH a envoyé à des moments clés, en fait, au démarrage de la crise, sortie du confinement, des moments clés, des mails en direct aux collaborateurs. Et c'est des mails qui étaient pleins d'humilité, d'humanité, de transparence, très simples. Et il faut dire qu'en fait, un mail, ça paraît juste un simple mail, mais en fait, ça peut être, dans la façon dont c'est fait, un signal très fort, en fait, de confiance, de transparence et d'exemplarité. De la même manière, Biomérieux nous a partagé un exemple. La direction a tout de suite en fait, cherché à rassurer les collaborateurs pour leur dire quelle était la situation, que quoi qu'il arrive, leurs emplois seraient maintenus, que c'était leur santé qui primerait. Ils ont essayé de souligner leur engagement à ne pas solliciter, par exemple, le chômage partiel. Et ils ont mis en place des choses très simples pour essayer de faire en sorte
de continuer dans cette transparence tout au long de la période, par exemple, de confinement. Tous les lundis matins, ils avaient un temps pour prendre la température des collaborateurs, la météo du jour, comme on dit, et ça sans agenda business. Ça paraît très simple comme exemple, ce que je vous donne, mais au final, ce que je retiens, c'est que parfois, si on est trop focus sur le business et sur l'urgence à sauver son business, qu'on se dit qu'on n'a pas le temps, on passe parfois à côté de choses importantes. On oublie parfois que l'essentiel, c'est ces petits gestes qui rassurent ceux qui font votre business, en fait. Donc sur la bonne pratique numéro 3, on voulait parler justement de la notion de donner des perspectives d'évolution, faire grandir au quotidien. Donc parmi les trucs et astuces, il y a la notion de valoriser les compétences de chacun. Donc ça peut passer par des communications en interne, en externe, mettre un petit peu la lumière sur des personnes, sur leurs compétences, remercier aussi après un projet et valoriser l'apport qu'a eu telle ou telle personne sur ce projet. Bien évidemment, continuer de faire monter en compétence les collaborateurs. Alors bien sûr, il existe aujourd'hui le dispositif FNE qui peut permettre un financement des formations des collaborateurs au chômage partiel, mais c'est aussi tout simplement par le fait d'encourager à suivre des MOOC en ligne, donc des cours en ligne à plusieurs par exemple, d'envoyer des articles, des vidéos inspirantes. Et ça, une fois encore, par exemple, les MOOC ou vidéos articles, c'est pas des choses qui viennent forcément du management. Ça peut être, moi, Solène, qui vais partager, voilà, une nouvelle méthode que j'ai découverte, qui va suivre un MOOC avec une collègue et comme ça, on va apprendre ensemble. Donc, c'est des petites choses aussi que moi, je peux faire en tant que collaboratrice. C'est aussi prendre le temps, en tant que manager, d'échanger avec ses équipes individuellement. Donc, plus d'avoir des temps un peu plus one-to-one pour justement essayer de faire le point. Même dans cette période, c'est important de continuer à se dire est-ce que mon collaborateur est toujours assez nourri et assez stimulé et grandit toujours. Ça passe aussi par la responsabilisation, donner de l'autonomie. Et ça, c'est très très lié au fait d'accorder le droit à l'erreur. On est dans une période un peu floue, donc autorisons le test and learn, autorisons les petits échecs ou les gros échecs, en tout cas essayons. Et puis toujours donner du feedback sincère et régulier, instaurer ça comme un réflexe, parce que c'est comme ça qu'on va faire grandir au quotidien les collaborateurs. Et ce qu'on a pu voir, par exemple, chez un de nos clients, qui est EDF, c'est un programme d'entrepreneuriat. Donc, on accompagne le programme d'entrepreneuriat de EDF en Occitanie. Ce programme, c'est typiquement un exemple qui, dans la période, c'est un programme de 3 mois où il y a 15 collaborateurs, 2 équipes projets, en fait, qui permettent de valoriser les bonnes idées des collaborateurs et de les accompagner dans leur déploiement. De leur dire, en fait, vous avez des bonnes idées qui peuvent nous permettre de rebondir, qui peuvent nous permettre d'avoir de nouvelles perspectives de business. On trouve que ces idées sont importantes et on va vous donner les moyens de les accompagner. Et c'est aussi un moyen de faire monter en compétence les équipes, d'apprendre à travailler différemment, de se donner de nouveaux outils, des nouvelles règles. Voilà, je vous fais des exemples un peu courts parce que je regarde l'heure et j'ai envie que vous partagiez vos exemples aussi. Et donc, on va accélérer un petit peu avec Solène. Donc, on va passer à la bonne pratique 4. Donc, bonne pratique suivante, c'est être reconnaissant du travail accompli et valoriser les métiers des investissements. Ça passe par dire merci, bien sûr, valoriser le travail qui a été accompli et ne surtout pas minimiser l'investissement, même en période de chômage partiel ou en période de télétravail. Ça passe par aller à la rencontre des gens sur le terrain, à rencontrer différents métiers et avoir une communication qui se veut valorisante, encourageante. Et bien évidemment, dans certaines situations, dans certaines entreprises, ça peut aussi passer par des primes exceptionnelles. Ce que vous nous avez fait remonter dans le questionnaire ou dans les échanges que l'on a pu avoir, c'est 2 choses. D'abord, des top managers sur le terrain, en fait, à la rencontre des métiers de l'ombre, pour écouter vraiment les besoins concrets et les attentes, et puis être présent sur la période. Je vous donne l'exemple. Là, on a mis 3 exemples. Je vais vous en citer un en particulier. Nutrition et Santé nous a raconté que, comme ils avaient demandé une mobilisation très particulière dans les usines vu cette période, en fait, le CODIR a décidé de venir dans les usines au moment des shifts, de nuit comme de jour, d'être présent en fait et de montrer son encouragement aux personnes qui sont dans les usines et aux opérateurs de production. Un autre exemple, c'est d'avoir, pour être reconnaissant, une communication régulière, très humaine, avec, ça peut être des mails, des posts LinkedIn pour encourager et remercier. Je
Je prends l'exemple d'Expansience, qui est un laboratoire pharmaceutique, en fait, qui valorise sur LinkedIn le travail des équipes, notamment, encore une fois, les équipes, parfois, qui sont un peu les équipes de l'ombre, production et usine. La bonne pratique suivante sur laquelle on voulait faire un focus, c'est la notion de créer le challenge et cultiver l'enthousiasme via le défi. Donc là, ça peut passer par organiser des petits défis entre équipes et collègues autour des valeurs, autour de projets précis. Continuer de lancer et d'accélérer de nouveaux projets. La période fait que on pourrait un peu freiner tout ce qui est nouveau ou tout ce qui est un peu innovant, mais au contraire, essayons de profiter de cette période pour lancer des nouvelles choses, pour en faire des projets de rebond pour l'entreprise et d'en faire clairement un enjeu collectif. Donc ça passe par des ateliers, des séminaires, etc. Et puis bien évidemment, ça peut aussi passer par la gamification. Attention là-dessus. Adaptez-vous bien sûr à l'état d'esprit de votre entreprise, au caractère de votre équipe pour ne pas faire quelque chose qui soit dissonant avec qui vous êtes. Mais en tout cas, voilà, co-construire, de faire un petit peu de défi, renforcer l'esprit d'équipe. Et là, on a deux exemples. Un exemple qui est un peu sur la gamification, donc avec une boîte qui est une entreprise filiale 100% Airbus. On avait travaillé avec eux, par exemple, sur un jeu autour des valeurs, sur 3 continents, pour faire vivre et expérimenter les valeurs de l'entreprise, mais aussi pour apprendre à se connaître entre équipes, tout en délivrant du contenu. De l'autre côté, ça c'est un exemple qui est vraiment un exemple typique de la période de confinement qu'on a vécu. Airbus Hélicoptère, en fait, avait le besoin d'aider ses collaborateurs à faire face en fait, à ce défi qui était le télétravail. Ils n'avaient pas du tout l'habitude de travailler en télétravail, ils se sont tous retrouvés d'un coup 100% en télétravail. Ils ont dit, OK, comment on fait pour essayer de rendre ça plus facile, plus simple? Ils ont proposé à chacun d'identifier quels étaient les points de douleur de leur confinement, d'un point de vue pro et perso. Et on a organisé pour eux un innovaton 100% digital sur une semaine, des collaborateurs qui, ensemble, quel que soit leur pays, leur direction, ont travaillé ensemble pour essayer de répondre aux points de douleur des collaborateurs pendant le confinement et d'essayer justement de proposer des solutions concrètes pour répondre aux problématiques de leurs collègues. Ce qui veut dire qu'il y avait un vrai sentiment pour certains qui avaient peut-être une baisse d'activité, de se sentir utile de faire quelque chose, et puis de faire quelque chose qui était utile concrètement pour leurs collègues. Et les solutions pour certaines d'entre elles ont vu le jour 15 jours après l'innovaton et ont pu faire en sorte que la vie en confinement et en télétravail soit plus facile pour chez Airbus Hélicoptère. Je vous mets un petit article sur le sujet. Ensuite, bien évidemment, dans cette période un peu hybride, entre télétravail, présentiel, on se croise au bureau, on n'est pas vraiment ensemble, c'est comment est-ce qu'on fait pour maintenir la convivialité, les solidarités au sein des équipes, pour rebooster cet engagement. Donc bien sûr, ça va être de réinventer les rituels pour donner un nouveau cadre, pour donner du rythme, pour favoriser un lien collectif, que ce soit des cafés digitaux, mais aussi des cafés tout court. Donc c'est comment est-ce que des fois c'est quelque chose de digital, mais aussi quelquefois il faut repenser la manière dont on se rencontre physiquement. Ça va passer par renforcer l'esprit d'équipe, le sentiment d'appartenance, avec des temps informels dédiés, des groupes de discussion digitaux, des projets transversaux. Essayer de casser un peu les silos, de faire travailler des personnes différentes ensemble. Ça va être via des attentions individuelles et collectives, donc les messages personnalisés, des petits mots sur un post-it, et puis prolonger cette phase d'écoute et de discussion, bien évidemment, au-delà des confinements, au-delà de cette période, c'est de se dire ce qui se passe aujourd'hui, il faut aussi capitaliser dessus pour demain. Et là, on vous donne 2 petits exemples concrets que l'on a vus. Biocodex, laboratoire pharmaceutique, a décidé d'instaurer des rituels pour prendre des nouvelles et partager des bonnes pratiques. En fait, une fois par semaine, il y a eu un échange entre les general managers qui, en fait, se sentaient un peu seuls, chacun dans leur coin. Et en fait, ça leur a permis de vraiment lancer une dynamique communautaire et faire en sorte qu'ils puissent se soutenir les uns les autres à l'échelle du coup du top management. Un autre exemple d'une boîte beaucoup plus petite qui s'appelle ILEC, qui est un fournisseur d'énergie 100% vert, en fait, qui, au regard d'un changement de mode de fonctionnement, on était complètement physique avant, maintenant on passe en télétravail, on a un modèle un peu hybride. Pour continuer à faire vivre le collectif, a décidé de là lancer un nouveau poste, Culture and Community Leader,
et de réinventer en fait la rencontre et le lien en cette période hybride. Donc de donner un rôle concret à une personne en lui disant en fait il faut qu'on maintienne cette convivialité, cette solidarité tout en faisant vivre les valeurs de l'entreprise. Et peut-être des nouveaux postes à pourvoir dans pas très longtemps dans tout ce domaine-là de la convivialité, de la solidarité dans le modèle hybride que nous vivons et qui va peut-être perdurer. Et enfin, la dernière bonne pratique, c'est de ne pas présupposer que tous les managers et collaborateurs sont en capacité d'engager autour d'eux, parce que la situation est inédite. Et ben, les moyens doivent être aussi inédits pour engager les collaborateurs et les personnes au travail. Donc ça peut passer par équiper les managers, les chefs de projet, de guidelines, de conseils, d'outils pour réussir à engager au quotidien, à distance ou en présentiel. Ne pas présupposer qu'une fois le retour au bureau, ces questions seront obsolètes. Au contraire, il faut continuer à se poser la question. Et puis aussi être exemplaire et cohérent en tant que manager. Si en tant que manager, vous managez des personnes qui doivent elles-mêmes manager, commencez par montrer l'exemple pour qu'elles puissent aussi répliquer les modèles que vous mettez en place. Et on vous donne 2 exemples rapides. Nous, par exemple, c'est une matérialisation de bonnes pratiques et d'outils pour aider à manager à distance, gérer vos projets à distance, faire de la créativité à distance. En fait, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Il faut mettre des mots dessus, des outils, des petits process. Et je vous donne un autre exemple qui m'a été donné hier par une de mes intrapreneuses du programme d'intrapreneuriat de EDF dont je parlais tout à l'heure. Elle est RH et elle a construit un guide des risques psychosociaux, avec un groupe de managers pluridisciplinaires pour aider en fait à préparer le retour. En fait, elle s'est dit, il ne faut pas présupposer que les managers soient capables tous de la même manière de réaccueillir leurs collaborateurs ou de gérer le hybride. Et donc, ils ont déployé en fait un petit guide. Ce petit guide, il est divisé avec des exemples de situations à risque ou de comportements à risque, des ressources et des postures à adopter pour le manager, et des exemples d'actions et d'outils très concrets à mettre à disposition. Ils l'ont bêta-testé sur le sud-ouest et c'est en train de se déployer au national. Voilà. Donc l'idée de co-construire aussi ensemble avec ces managers là-dessus est intéressante. Mais en fait, on a quand même beaucoup parlé des managers, mais peut-être qu'il faut qu'on parle aussi de ce que les collaborateurs et de ce que chacun de nous, on peut faire à titre individuel, Solène. Voilà, il y a des choses dans les bonnes pratiques que vous verrez et qui peuvent s'appliquer si vous n'êtes pas manager en tant que collaborateur. Mais là, on voulait un peu refaire un focus, ce que vous pouvez faire concrètement si vous êtes collaborateur. Donc, c'est continuer ou commencer, je ne sais pas, à être à l'écoute, à détecter les moments de faiblesse des personnes autour de moi, que ce soit à la machine à café, dans le discours, en tout cas essayer de déceler un petit peu les signaux faibles pour pouvoir rebooster la personne ou en parler à quelqu'un d'autre si besoin. Ça va être de créer par vous-même des moments à la machine à café autrement, mais aussi dans d'autres cas, que ce soit des moments de convivialité lors des repas, peu importe, mais prenez en main la création de ces moments-là, parce que faut pas attendre que tout nous vienne d'en haut. Au contraire, il faut être aussi en capacité de prendre le sujet à bras-le-corps. N'hésitez pas à célébrer les résultats, à valoriser vos collègues, leurs réalisations. On a besoin de reconnaissance de son supérieur, mais on a aussi besoin de reconnaissance de ses pairs. Et donc, c'est hyper important de ne pas hésiter à dire quand vous trouvez que quelque chose est bien fait et avec les bons moyens par vos collègues. Partagez vos connaissances, partagez vos compétences. Pour faire grandir autour de vous. Chez nous, ça passe par des moments qu'on appelle les Kit Kat Break, où régulièrement dans la semaine, on vient partager ce qu'on a découvert, ce qu'on a appris, pour qu'en interne, ça puisse être reproduit et faire grandir autour de nous. Continuez individuellement à veiller à votre équilibre pro et perso et celui des autres. N'hésitez pas à tirer la sonnette d'alarme de votre collègue qui ne s'arrête pas de travailler la nuit ni le week-end. Et puis, le digital fait aussi que il faut aussi repenser une sorte d'hygiène de vie digital collectif. Si les groupes WhatsApp ont pu foisonner pendant la période de confinement parce que c'était le moyen de garder du lien, peut-être qu'il faut se dire avec cette période hybride que peut-être qu'il faut s'en déconnecter de temps en temps pour garder du temps pour soi. Et ce qu'on vous propose maintenant, et vous, en fait, comment est-ce que vous faites pour engager vos équipes
quelles sont vos bonnes pratiques? Que vous manque-t-il, vous, au quotidien, individuellement, peut-être, pour être plus engagé? Est-ce que vous avez des choses à nous partager? On n'est pas très, très nombreux. On est moins d'une vingtaine de personnes, donc on peut allumer les micros si vous le souhaitez, ou sinon, on vous lira sur le chat. Est-ce que vous avez des pratiques à partager? Ça nous intéresse beaucoup. Ou des questions à poser? Ne soyez pas timide. Ou juste peut-être nous faire un retour aussi. Vous poser des questions sur certaines des pratiques ou des exemples que l'on vous a donnés. N'hésitez pas, on peut approfondir tel ou tel cas si vous le souhaitez. Ah, je crois que Carole souhaiterait intervenir. J'ai vu lever la main, je ne sais pas si... Carole. Oui, bon. Bonjour à tous. Effectivement, je levais la main simplement pour donner une bonne pratique. C'est qu'effectivement, avec le fait de desserrer un petit peu les liens sociaux, on continue à se parler par Teams, etc. Et l'usage de la vidéo qui est pas faite partout, enfin de manière naturelle, donne un vrai plus. Voilà, donc ça c'est important. Et aussi, une autre chose, c'est ne pas hésiter à se créer des petits rituels, des sortes de cafés virtuels, de la même façon, mais avec d'autres équipes, avec d'autres personnes. Parce que pendant cette période voilà, bien particulière pour tous, on a réussi tant bien que mal, et en fonction des managers, à garder quand même un semblant de lien avec sa propre équipe. Mais finalement, tout ce qui nous a manqué, c'est les gens qu'on croise à la machine à café, qui ne sont pas des équipes, etc. Donc voilà, c'est créer ce petit lien en disant, tiens, j'organise un petit café virtuel à tel moment, et puis on envoie une certaine liste de diffusion en se disant, on met plusieurs dates, et puis on se dit, on se limite à 4 personnes pour qu'il y ait un échange à la fois visuel et d'échange oral. Voilà. Super, merci Carole. Est-ce que quelqu'un d'autre a peut-être une bonne pratique à nous partager? Il y a d'ailleurs plein de jeux gratuits en ligne à faire en équipe, nous dit Héloïse. Tout à fait, on a bien expérimenté ça chez Springlab. Je crois que André et Radia avaient des questions, ou en tout cas, lève la main. Oui, tout à fait, bonjour. Bonjour André. Moi, c'est juste un petit témoignage sur un phénomène que j'ai constaté, c'est qu'avec le confinement et des nouveaux outils collaboratifs, on a utilisé les WhatsApp, les Teams, tout ça, dans un monde où c'était pas légion et où les agents étaient très peu, à part les plus jeunes, mais étaient très peu dans ce... André, tu peux peut-être préciser qui tu es? Parce que les agents, moi j'ai compris, mais tout le monde n'a peut-être pas compris ce que c'était qu'un agent. C'est des techniciens EDF, donc on exploite des centrales hydrauliques. Et donc du coup, dans nos schémas classiques hors Covid, on a une représentation, mais chacun a sa place, chacun a un statut. Et là, avec le Covid, tout ça, ça a volé un peu un éclat, puisqu'il y avait des petits jeunes qui eux, avaient un statut plutôt bas, je dirais, dans le quotidien, mais là, du coup, qui se retrouvaient hyper avantagés, et parce qu'ils étaient à l'aise avec ça, ils ont su en faire profiter les autres. Et bon, la peur que j'ai eue au départ, finalement, ça s'est transformé en une opportunité, puisqu'avec beaucoup de bienveillance, ils ont aidé les autres à se connecter, à faire ce qu'il y avait à faire. Et du coup, c'est un truc que j'avais surveillé et qui m'a fait peur au départ. Donc finalement, ça allait bien. Et j'avais peur aussi que certains qui d'habitude jouissent d'un statut, ou c'est le gars qui parle beaucoup en réunion, avec lui, tout ça, ben là, il se retrouvait derrière ces outils qu'il ne savait pas utiliser, et on ne l'entendait plus, quoi. Je me disais, son ego, il a pris un coup, et comment on va gérer ça? Et finalement, ça s'est géré tout seul, quoi. Et André, tu m'avais fait part aussi d'un exemple, pardon, je tutoie André parce qu'on vient de passer 2 jours de programme d'entrepreneuriat ensemble, mais tu m'as parlé d'un super exemple aussi. Si tu veux bien peut-être en parler du fait que tu avais créé des binômes, et je trouve qu'en termes d'engagement au travail aussi, c'était un bon exemple, un exemple de binôme. Voilà, alors nous, on est une équipe de 13, donc le but par rapport au Covid, c'était pas que tout le monde ne chope le Covid en même temps, sinon on avait 5 centrales qui allaient s'arrêter. Du coup, on a mis
un binôme par centrale. Donc au lieu d'embaucher au bureau tous les jours, ils embauchaient et ils débauchaient chacun sur leur centrale. Donc ça évitait de se croiser et on prenait le risque, s'il y en a un qui avait le Covid, il le donnait à un autre et pas plus. Donc ça a duré toute la durée du confinement. Et quand on a déconfiné, mais ça on l'a décidé ensemble avec les équipes, ça a été une co-construction. Alors c'était la troisième version de la note d'orga qu'on a fait ensemble à chaque fois. On a décidé de conserver ces binômes finalement, même post-confinement. Et ils sont restés donc là tous les jours à l'usine, alors que pendant le confinement, il n'y allait qu'une fois par semaine à faire une tournée. Donc c'est ça qui a changé. Okay. Et dès lors qu'ils y ont été tous les jours, je leur ai dit, là vous êtes autonomes, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a qu'un truc, la règle du jeu, c'est tous les matins un Teams où chaque binôme explique aux autres ce qu'il a fait la veille et sur quoi ils vont bosser le jour même. Donc ça permettait un échange le matin aussi, où là il y avait un peu d'entraide à ce niveau-là. Et ça a marché très bien. Du coup, en fin j'ai trouvé des gars du coup, qui m'ont fait des travaux qu'on n'aurait jamais eu en temps normal. Un engagement vraiment au-delà de ce qu'on appelle en temps normal, où on leur donne des tâches à faire dans la journée, mais ils font leurs tâches. Et quoi. Alors que là, ils s'occupaient du matin au soir et ils comptaient pas leurs heures, ils comptaient pas leur temps. Ils sont sentis aussi utiles et soutenus parce qu'ils avaient aussi un collègue avec qui le faire. C'est ça. Ok, super. Merci André d'avoir partagé l'exemple. Et on a Radia aussi qui a levé la main. Oui, bonjour à tous. Moi, pour ma petite expérience pendant le confinement, c'était comme pour tous, à mon avis, ils l'ont fait, c'était des visios quotidiennes, mais la règle, c'était de ne pas parler du travail. Ça pouvait durer vraiment 5-10 minutes et ça nous obligeait à nous lever, nous coiffer et nous habiller. Déjà, et le faire pas trop tôt, mais genre vers 9h, 9h30. Ça a permis de garder le lien. Et puis, une fois par an, on a pu apprendre, on a fait des apéros virtuels. Enfin, on avait vraiment des verres dans les mains. Et c'était plus le vendredi. Mais je pense que le challenge de la motivation, il faut, même en dehors de cette période-là, il est compliqué quand les équipes sont très importantes, sont très grandes et que les personnes se sentent un peu diluées dans la masse, dans les grosses équipes opérationnelles. Et donc, et surtout quand le travail est redondant, quand il est tous les mois, c'est les mêmes reporting qu'on doit faire, c'est les mêmes analyses qu'on doit faire sur les mêmes clients, sur les mêmes choses. Donc, ce qu'on avait fait à une période, en dehors des valeurs de l'entreprise, etc. On avait fait plusieurs travaux sur ça, des jeux, des mots croisés, des choses comme ça qu'on distribuait dans les tables le matin avant que les gens ne viennent. Mais ce qu'on avait fait aussi, c'est qu'on avait fait des espèces d'awards, de l'expert en tel sujet, de l'expert en tel sujet. C'était pour motiver les gens. Ils avaient la photo avec le big boss à la fin, le petit-déj, etc. On faisait ça pas tous les mois, ça tous les 2-3 mois. Et ou alors tout bêtement on faisait un diplôme, un mug avec la tête, les noms, voire des experts en X ou Y. C'est pas mal, ça a créé de la concurrence, ça a créé. Et puis ces experts-là, exactement, et ces experts-là, ils devenaient un peu, on va dire, les références sur ces sujets-là. En fait, c'était ça l'objectif aussi. On a créé après des all-shares avec ces gens-là que les autres pouvaient consulter s'ils avaient des questions sur des faiblesses sur ce sujet-là. Ils pouvaient poser la question. Donc, en gros, on motivait les personnes, mais aussi, il fallait qu'après, il y ait un petit engagement qui est aussi intéressé de notre part, un petit engagement de ces personnes-là pour qu'ils ils se sentent un peu plus importants, déjà même s'ils sont opérationnels lambda dans le groupe, dans le tas, mais ils sont experts, donc on le fait savoir à tout le monde, et puis ils servent la communauté totale, l'équipe. S'il y en a un qui se sent un peu plus faible sur ce sujet-là, il va aller demander de l'aide à cette personne sur ce sujet, et sur un autre sujet, c'était permis. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Radia, pour votre témoignage. Est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter? Sinon, Julia se propose peut-être que l'on clôture. Est-ce que quelqu'un a envie de partager, d'allumer son micro ou de nous écrire un dernier exemple, question?
bonne pratique. Non, pas de main levée, Solène? Non, pas de main levée. Bon, bah, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on conclue. On a juste une dernière chose à vous dire. Dans le fond, avec Solène, on est profondément convaincus que l'engagement, c'est une recette propre à chaque entreprise. En fait, il y a des ingrédients clés quand même dans cette recette. La culture d'entreprise partagée, le sens commun, la vision que l'on se donne, un management transparent et à l'écoute, l'équilibre pro-perso, un collectif fort et animé, et une valorisation individuelle. En fait, pas de recette miracle, mais de la souplesse. Vous allez probablement, dans les périodes qui arrivent, essayer ensemble, avec vos managers, avec vos collègues, de définir un cadre dans cette période complexe. Mais ce cadre va devoir évoluer parce qu'on ne maîtrise pas vraiment la suite. Et peut-être que le plus important, en fait, au final, dans cette recette, c'est vous, le maillon le plus important de cette chaîne. Soyez alignés avec vous-même, en fait. Soyez alignés avec vos missions, vos actions, les décisions que vous prenez dans votre travail pour être sûr d'être aligné avec l'entreprise, ses valeurs, ses missions, de manière à avoir l'impression vraiment d'apporter quelque chose à cette entreprise et d'avoir une valeur ajoutée. En fait, trouvez votre équilibre et peut-être que votre engagement entraînera le collectif, qui sait. Commençons par nous. Et sur ce, je crois qu'on va tous se souhaiter des belles vacances pour ceux qui ont la chance d'en avoir et vous dire qu'on a enregistré ce webinaire et que l'on vous le mettra à disposition en replay. Vous recevrez un mail avec le lien. N'hésitez pas à le partager si vous souhaitez partager ce sujet d'engagement avec vos collègues managers. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir André. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir à tous.